Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre cours sur la gouvernance économique mondiale. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la période 1971 à 1991 pour voir les mutations de la coopération économique internationale. Donc, dans un premier temps, on peut voir que pendant cette période, l'économie mondiale a connu de profondes mutations. Donc, on l'a déjà vu, mais en 1971, la décision de Richard Nixon de faire du dollar une monnaie flottante met fin au système de Bretton Woods. Donc à partir de cette date, le taux de change des monnaies est désormais déterminé par les marchés financiers et non plus par le FMI, dont le rôle se retrouve ainsi affaibli. Donc en 1976, les accords de Kingston en Jamaïque officialisent ces décisions. Donc on voit ici comment se calcule à partir de cette date le cours de chaque monnaie, donc soit par fixité par rapport à une autre monnaie, soit par flottement concerté ou soit par flottement pur. L'ordre économique mondial est également perturbé par les chocs pétroliers de 1973 avec la guerre du Kippour et de 1979 avec la révolution iranienne qui, comme on peut le voir ici, provoquent une hausse importante des prix du pétrole et déstabilisent les pays occidentaux. Donc, ils permettent aux pays exportateurs d'accumuler des ressources financières considérables en revanche. D'autres pays connaissent une croissance industrielle spectaculaire au cours de cette période. Ce sont le cas notamment des nouveaux pays industrialisés asiatiques que sont la Corée du Sud, Taïwan, Singapour ou encore Hong Kong. Durant cette période, l'économie se mondialise. L'extension du commerce international se poursuit sous l'arbitrage du GATT, comme on peut le voir ici, avec un essor du libre-échange au fur et à mesure des différents cycles de négociation du GATT. En parallèle, les mouvements de capitaux se libéralisent et les firmes transnationales multiplient leurs filiales à l'étranger. La révolution de l'informatique et des télécommunications accroît également la circulation de l'information. Et enfin, la multiplication des flux transnationaux, que ce soit de biens, de capitaux ou d'informations, remet en cause le contrôle des États sur l'économie. Donc on est bien là face à une économie mondialisée. Donc face à toutes ces mutations, les différents États vont chercher à mettre en place une nouvelle coopération internationale. Donc cette coopération va d'abord se faire entre les pays industrialisés les plus riches. En 1975, 6 chefs d'État et de gouvernement des plus grandes puissances industrielles se réunissent à Rambouillet pour discuter des grandes questions économiques et ici de la fin des Trente Glorieuses qui a été causée par le premier choc pétrolier de 1973. Donc sur cette photo, on peut voir les chefs d'État des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de la RFA, de l'Italie, mais aussi du Japon. Donc ces pays sont rejoints en 1976 par le Canada et donc le G6 devient à ce moment-là le G7. Donc ils affirment la prééminence des démocraties industrielles face aux pays communistes et aux pays du tiers-monde. Les pays du tiers-monde, quant à eux, se sont regroupés, comme on l'a déjà vu, dans un G77. Et en 1974, à l'ONU, ils réclament un nouvel ordre économique international à travers un appel. Selon eux, ils voudraient sortir du système économique qui est hérité de la colonisation et qui les laisse souvent très dépendants des actions de grandes firmes transnationales, dont certaines sont plus puissantes que leurs États. Et ils réclament une gouvernance mondiale plus équilibrée dans laquelle ils auraient un rôle à jouer. Pour terminer, on va voir que cette nouvelle coopération économique internationale a également ses limites. La première de ces limites, c'est la remise en cause du rôle des États. Donc cette remise en cause se fait dans les pays développés. Face à la crise, afin d'attirer les capitaux et de lutter contre le chômage, le président américain Ronald Reagan et la première ministre Margaret Thatcher au Royaume-Uni vont mettre en place dans les années 80 ce qu'on appelle le néolibéralisme. Donc c'est une politique économique qui se fonde sur la réduction d'impôts et sur la dérégulation des échanges. Donc ce recul de l'État va aussi se constater dans les pays en développement, mais d'une autre manière. Donc face à la crise, ces pays vont se retrouver dans l'incapacité de rembourser leurs emprunts et affrontent une forte crise de la dette dans les années 80. On peut prendre l'exemple du Mexique, notamment en 1982, qui connaît ce type de crise. Donc le FMI va leur venir en aide, mais en échange de crédit, il va leur imposer ce qu'on appelle des plans d'ajustement structurel qui sont fondés sur le consensus de Washington, c'est-à-dire qu'en gros, en échange d'aide financière,
on va leur demander de restreindre leurs dépenses publiques et d'ouvrir leur pays aux échanges et aux entreprises étrangères. Donc on leur impose le libéralisme en échange d'aides financières. Donc ces actions vont être critiquées. Donc le FMI, comme d'autres instances internationales, va être l'objet de nombreuses critiques, comme on peut le voir sur la caricature. Euh, donc le FMI va être accusé d'aggraver la pauvreté par sa politique de rigueur plutôt que d'aider les pays en difficulté. Le G7, lui, est perçu par beaucoup comme un club de riches. Et le GATT, lui aussi, est critiqué car il échoue à empêcher des pratiques protectionnistes, comme les quotas d'importation par exemple. Et surtout, il ne couvre pas certains secteurs de l'économie, comme l'agriculture et les services. Donc on peut voir à l'issue de cette deuxième partie que la gouvernance économique mondiale a encore des limites au début des années 1991. Donc je vous retrouve dans la prochaine partie pour voir comment elle a évolué jusqu'à aujourd'hui.